limite, ça n'a pas été jusqu'à dire. Il y a là-dedans une sorte de beauté cruelle et tragique à laquelle j'étais particulièrement sensible. Et je le suis toujours, puisque mon dernier roman donne en exergue, j'ai aussi mis un vers d'un autre poète soufi qui était juste postérieur à Halage, et dans lequel on entend aussi cet amour de la contradiction insoluble qui, en fait, est une expression mystérieuse de l'unité. Un très beau vers qui dit entre la parole et le silence, il y a un isme où se trouve la tombe des choses et la tombe de la raison. Un très beau vers. Bien, alors je pense que dans le Sermon sur la chute de Rome que j'ai écrit en 2012, et où on voit Saint-Augustin apparaître comme personnage, on aurait une autre version de l'acceptation du mal, mais comme je vous disais, le but étant pas de faire un cours complet d'ontothéologie, je vais passer à mon deuxième point, qui est, comment dire, qui peut-être historiquement nous concerne davantage. Alors, où j'ai laissé mon âme, c'est un roman que j'ai écrit en 2010 et qui se passe en 1957 pendant la bataille d'Alger. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce roman, c'est un documentaire de Patrick Rothman qui s'appelle L'ennemi intime. Patrick Rothman a après écrit un scénario pour un film, pour une fiction, un long métrage, qui s'appelle aussi L'ennemi intime. Mais là, je parle de la série documentaire. La série documentaire en question est sous-titrée Violence pendant la guerre d'Algérie, et elle est donc entièrement consacrée à l'utilisation de la torture. Et Rothman a rencontré divers témoins qui soit ont été témoins d'actes de torture, soit ont pratiqué eux-mêmes la torture. Et dans un de ces témoins s'appelle Jacques Allaire, et il était en 1957 lieutenant chargé du renseignement auprès du lieutenant-colonel Bijard, donc pendant la bataille d'Alger, et c'est lui qui a arrêté Larbi El-Mehdi, qui était le chef de l'ALN pour la région d'Alger. Donc il l'arrête, il l'a détenu pendant plusieurs jours, et puis il a reçu l'ordre de le remettre à un autre officier, le commandant Ossarès, dont vous avez dû entendre parler, je suppose. Et Ossarès est venu chercher Larbi El-Mehdi et a déclaré le lendemain qu'il s'était pendu dans sa cellule, alors qu'on sait que c'est Ossarès lui-même qui l'a pendu. Alors, Allaire parlait de cette expérience-là. Il n'avait pas l'air en même temps, il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de problèmes avec la nécessité de l'usage de la torture, quoiqu'il n'ait pas touché un cheveu d'Larbi El-Mehdi. Et ce qu'il disait m'a tout de suite beaucoup frappé pour plusieurs raisons. D'abord, on avait quelqu'un qui avait l'air de penser encore, parce que maintenant, au moment où ça avait été filmé, il était très vieux, que la nécessité d'obtenir des renseignements pour démanteler le réseau terroriste de l'ALN, parce que c'est comme ça qu'il en parle, rendait inévitable le recours à la torture. Mais disant ça, il finit par dire, à la fin de la guerre, j'ai mis 2 ans avant de pouvoir rentrer dans une église, puisque c'est un officier français très typique de l'époque, catholique, pratiquant, etc. Et il vient de justifier quelque chose et de montrer et d'expliquer clairement après que cette justification, à tout le moins, il ne la juge pas très efficace ou très utile pour lui, et qu'elle ne lui permet pas de se sortir de l'affaire avec bonne conscience. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il parle de Larbi El-Mehdi avec une sorte de nostalgie et de respect qui m'a paru à l'époque totalement surnaturel. Il me semblait que les relations humaines, surtout dans une guerre aussi féroce, devaient être un peu moins complexes que ce que Allaire donnait à voir. Et moi, je me trompais, il semblerait que les relations humaines soient constamment et toujours complexes. Donc il était manifestement très ému de tout ça, et j'ai voulu m'emparer
s'emparer de cet épisode historique réel pour voir ce qui pouvait se passer entre un prisonnier et son geôlier, et entre un bourreau et sa victime. Là, on est dans une approche du mal qui concerne le mal moral, c'est-à-dire la capacité qu'ont les individus à commettre des crimes et à provoquer la souffrance. Et il y a deux choses étonnantes là-dessus. Si j'en reste à la guerre d'Algérie, d'abord, c'est qu'une pratique comme celle de la torture est acceptée très rapidement et très massivement. Et que donc on a une source d'étonnement qui est purement statistique. Comment est-il possible que tant de gens du jour au lendemain se convertissent à une pratique que, sans aucun doute, ils auraient été unanimes à condamner 2 mois auparavant? On peut poser la question pour la guerre d'Algérie, on peut poser la question aussi, par exemple, pour ce qu'a fait la CIA après les attentats du 11 septembre. Je ne suis pas absolument convaincu qu'en 2002, un sondage fait aux États-Unis aurait donné pour résultat que tout le monde condamnait unanimement la torture utilisée pour obtenir des renseignements contre les membres d'Al-Qaïda. Et je suis même à peu près sûr du contraire. Si bien que des choses qui nous paraissent relever de principes intangibles, pour peu que les circonstances changent, deviennent subitement, massivement et unanimement acceptables. Ce qui constitue quand même une question, un mystère. L'autre chose qui m'intéressait, c'est que ces actes-là n'apparaissent plus au moment où on les juge nécessaires sous la figure de l'interdit, du mal ou de la transgression, mais sous celle du devoir moral. C'est-à-dire que le mal, si on accorde que la torture c'est mal par exemple, que le mal ne se donne plus à voir comme quelque chose qu'il ne faut pas choisir, mais comme quelque chose que je dois choisir. Si on regarde par exemple la façon dont le général Massu s'adresse à ses officiers, il parle de la nécessité du recours à la torture comme d'une triste nécessité qui relève d'un devoir moral. Et donc, on peut supposer qu'on a des gens on peut supposer qu'il existe toujours un pourcentage de sadiques qui y trouvent plaisir, mais on est aussi face à des gens qui vont le faire parce qu'ils considèrent que c'est une sorte de forme paradoxale et horrible du devoir moral. Et ça, bien sûr, ça me paraît à la fois plus intéressant, plus conforme à la manière dont les choses se font, et plus inquiétant. Et plus inquiétant parce que si le mal ne concernait que des gens qui ont une espèce d'appétit pour la destruction, il serait sans doute moins contagieux dans sa pratique et concernerait moins de monde. Je pense que c'était un peu ce que Stanley Milgram, dans l'expérience de psychosociologie qu'il a menée à Yale, essayait de mesurer. Cette expérience qui s'appelle Soumission à l'autorité, dont je pense que vous avez entendu parler. Donc voilà ce qui m'intéressait. Alors, je ne dis pas que cette histoire de soumission à l'autorité donne le dernier mot de tout ça. Un deuxième témoignage du documentaire de Patrick Rothman avait aussi, pour moi, été tout de suite inoubliable. C'est celui d'un homme qui a fait son service militaire en 61 et 62 en Algérie, qui s'appelle Jean-Yves Tampon, et qui avait fait 2 ans de séminaire avant de partir en Algérie, et au début il a eu cette chance, on l'a nommé dans un village de Kabylie où il s'occupait de donner des cours aux enfants, et puis pour la 2e année de son service militaire, on l'a nommé dans un bataillon classique, et il raconte quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il raconte qu'il arrive pour prendre ses quartiers, avec d'autres jeunes gens comme lui qui font leur service militaire, et que quand il a posé ses affaires dans la chambrée, pour la première fois de sa vie, il voit épinglé au mur des photographies pornographiques. Et il n'en avait jamais vu. Et il dit qu'il la regarde. Et puis, la même après-midi, excusez-moi, et puis cette même après-midi, le sergent de leur compagnie a arrêté un Algérien et
le torturent devant eux. Et ils expliquent qu'ils sont dans une grange, qu'ils sont appuyés à une barrière, et que tout l'après-midi, tous ces jeunes gens qui arrivent de France ou qui regardent l'Algérien se faire torturer. Et Jean-Yves Tamplon, il n'en revenait pas encore d'être obligé de dire qu'il avait regardé ça pendant toute une après-midi. Et il ne comprenait toujours pas pourquoi. Et il dit quelque chose, il dit je connaissais le grec, le latin, la Bible, et tout ça ne m'a servi rigoureusement à rien. Je suis resté avec les autres à regarder, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et il fait une remarque qui, semble-t-il, est très très intelligente, et il met en rapport la fascination exercée sur lui par les images pornographiques et la fascination exercée sur lui par la torture, comme si cette fascination allait directement à travers le mince vernis d'inhibition culturelle qu'on juge efficace, s'adresser à quelque chose de plus obscur au fond de celui qui regarde. Alors, normalement, avec ce que je viens de dire, j'ai donné deux explications qui semblent être, qui sont très différentes et qui dans la tradition philosophique sur le mal, sont même contradictoires. Ou bien ça relève d'une sorte de pression sociale qui présente les choses comme une nécessité de se conformer à un devoir, ou bien ça réveille une espèce de sauvagerie obscure au fond de l'homme. Et je vais revenir un peu à ce que je disais sur le mysticisme tout à l'heure. Les contradictions ne me dérangent pas, et je pense que des phénomènes aussi complexes que ça, on peut difficilement en rendre compte en faisant référence simplement à un modèle de causalité. Ça ne me paraît pas être suffisant. On discutait tout à l'heure récemment, là en ce moment il semblerait que sortent de nouveaux ouvrages de sociologie qui tentent de prendre le contre-pied de la thèse de Hannah Arendt sur la banalité du mal, que tout le monde connaît et qui est souvent extrêmement caricaturée, et sur laquelle je voudrais finir ma petite intervention. Donc comme vous le savez, c'est le sous-titre du bouquin que Arendt a fait sur le procès Eichmann. Le titre c'est Eichmann à Jérusalem, et c'est le sous-titre qui est rapport sur la banalité du mal. Et le livre qui a fait un énorme scandale quand il était sorti, pour des raisons différentes, et pas nécessairement à cause de sa conception du mal d'ailleurs, mais qui est souvent extrêmement caricaturé, parce que, évidemment, Hannah Arendt ne veut pas dire que le mal est une chose banale, elle ne veut pas dire non plus que nous sommes tous des bourreaux en puissance. C'est pas le sens de ce qu'elle dit. Elle veut dire que le mal peut être commis par des gens qui, comme Eichmann l'est à ses yeux, sont d'une extrême et extraordinaire banalité. Pour Hannah Arendt, sa surprise quand elle voit Eichmann, c'est que pour elle, c'est pas un diable, c'est pas un bourreau, c'est un imbécile qui ne s'exprime que par lieu commun et qui, dit-elle, est rigoureusement incapable de penser. Et c'est cette espèce d'absence de pensée, d'incapacité de juger, d'incapacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, qu'elle me semble désigner par l'expression banalité du mal. Et ça me paraît essentiel, cet aspect non flamboyant. Et donc, c'est pas le prince des ténèbres, c'est la chose la plus terne et la plus grise. Et pour illustrer ça, il y a des tas de choses. À mon avis, le premier texte auquel je pense, c'est les récits de la Colima de Varlam Chalamov, qui est sur le goulag, qui, à mon sens, est une œuvre bien meilleure que celle de Solzhenitsyn, par exemple. Et puis c'est un passage d'un roman américain qui s'appelle Le choix de Sophie et qui est exactement là-dessus. Vous connaissez ce roman, je suppose? Non? Bien, donc je suis désolé parce que le passage clé du choix de Sophie, c'est à la fin du roman qui fait 800 pages. Donc je suis en train de vous faire, pour ceux qui n'ont pas lu, un spoiler monstrueux que je vous prie par avance de me pardonner, mais c'est pas de ma faute si Styron a mis le truc à la fin. Choix de Sophie, c'est un roman qui se passe à Brooklyn en 1947-1948, dans une
principalement par des juifs, et où arrive le narrateur, qui vient du sud des États-Unis pour écrire son roman, il a 20 ans, et il rencontre un garçon qui s'appelle Nathan, et qui a une maîtresse, qui s'appelle Sophie, et qui n'est pas juive, qui est une polonaise qui est là, et qui est vraiment pleine de charme. Il y a un film qui a été fait, hein, le film est beaucoup moins bien que le roman, mais la scène que je vais vous raconter, c'est Meryl Streep qui joue Sophie dedans, est quand même extraordinaire. Et on se rend compte au cours du roman que Sophie raconte un peu n'importe quoi, que son père était résistant, alors qu'on apprend que son père était un militant d'extrême droite polonais extrêmement antisémite, qui a été quand même tué par les nazis. Puis après, elle dit qu'elle avait un enfant, puis après on apprend qu'elle en avait deux, et puis et à la fin, elle raconte exactement ce qui s'est passé à Stingo, qui est le narrateur, d'où le spoiler que voilà maintenant. Bon. Donc on apprend qu'elle avait un petit garçon et une petite fille, et qu'elle a été arrêtée en faisant du marché noir à Varsovie, et qu'elle est envoyée à Auschwitz. Et quand elle est sur la rampe d'Auschwitz, pendant la sélection, arrive le médecin SS, qui semble être à peu près ivre, d'ailleurs, et qui s'arrête près d'elle en titubant, et qui lui dit qu'elle est très belle, qu'il aimerait bien coucher avec elle, et puis qui lui demande si elle est juive, elle dit non, et il la regarde, et puis il s'en va, et là, plutôt que de se taire, elle le rappelle, alors il a fait de se taire, en lui disant « Je ne suis pas juive, je suis une bonne catholique, elle parle très bien allemand, mes enfants aussi, ils sont de race pure. » Et là, il se retourne vers elle, il revient vers elle, et il lui dit « Ah bon, ils sont de race pure tous les deux, et toi tu n'es pas juive ?» Non. Il lui dit « Alors, puisque tu n'es pas juive, je vais te laisser un privilège. » Elle lui dit « Quoi ?» Et il lui dit « Un choix. Tu vas choisir lequel de tes enfants reste avec toi, l'autre devra partir. » Et elle lui dit qu'elle refuse, qu'elle ne peut pas faire un choix comme ça. Et il lui dit, si tu ne fais pas le choix, je les envoie tous les deux. Et comme elle n'arrive pas à se décider et qu'elle le supplie de ne pas choisir, il donne l'ordre que les enfants soient pris tous les deux, et elle crie, prenez ma petite fille. Et donc ils prennent sa fille et ils la laissent avec son petit garçon, qui mourra aussi de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et donc elle se retrouve sans enfant. Et cette scène dans le film est très poignante, évidemment, mais dans le roman de Cyron, il y a une longue discussion qui suit la scène sur les motivations du médecin SS. Et il dit que d'après les renseignements, c'est un personnage qui n'a pas existé, que d'après les renseignements qu'il a eus, il semblerait qu'avant la guerre, il était très profondément chrétien, qu'il ait perdu la foi. Et ce que Cyron imagine, c'est la chose suivante. Il dit, il n'est pas impossible que pour sortir de, dit-il, l'épouvantable monotonie de son travail à Auschwitz, il y a encore cette idée de monotonie, de grisaille, la seule chose qu'il ait imaginée pour s'en sortir, c'est de faire un acte qui soit si résolument mauvais qu'il rende encore possible la perception du bien et du mal. Voilà, merci. Ouais, question, hein. C'était le but, j'avais prévenu. Hein. Désolé pour le spoiler. Je ne sais pas, parce qu'après on ne va pas pouvoir. Peut-être que vous pouvez répéter la question. Oui, je peux répéter. Non, je sais pas ce que vous voulez. Non, mais dans l'exemple que vous donniez, je ne sais plus à quel moment, mais vous disiez que, en gros, peut-être le mal venait aussi d'une absence de pensée et du fait qu'on répète un peu machinalement parfois. Ah oui, c'était dans l'exemple sur l'autorité pour la torture. Vous disiez que la torture, en fait, on la laisse se faire parce qu'on a confiance en l'autorité et qu'on ne remet plus ce lien en cause. Et du coup, vous pensez que le mal peut venir surtout dans l'absence de pensée, parce que moi, ce que je me dis aussi, c'est que le fait de penser beaucoup, parfois ça peut engendrer le mal et le mal conscient, donc encore je sais pas. Alors, le rapport entre, donc, c'est une question sur le rapport entre le mal et la pensée, et aussi le conformisme, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, ce que pense Hannah Arendt là-dessus, c'est que pour éviter le mal est une question de sûreté du jugement. Et qu'elle pense
que les gens qui font le mal ne sont pas des gens qui choisissent le mal, parce qu'ils ne se représentent pas la possibilité d'un tel choix et qui ne font plus la différence entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Il y a des textes d'Hannah Arendt qui prétendent que le goût est une vertu politique. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, à coup sûr, et sans avoir besoin de longues... c'est la pensée, c'est pas ça. C'est pas la capacité de réfléchir. Elle n'appelle pas ça penser. La pensée, c'est la capacité immédiate de se dire ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Il y a une représentation claire des distinctions. L'absence de pensée, ici, c'est pas je réfléchis pas. C'est tout se brouille, ou bien mon activité rationnelle est une simple activité de calcul. Je suppose que Eichmann devait réfléchir énormément à la façon dont son travail pouvait être efficace. Et tous les officiers SS qui ont été impliqués dans la mise en œuvre de la Shoah ont à chaque fois fait preuve d'une ingéniosité extrême et ont dû beaucoup réfléchir sur les moyens de mettre en œuvre leur mission. L'absence de pensée, c'est pas ça. C'est sur le fait que le pourquoi de la mission ou sa signification ne peut pas être perçu. Et donc, en l'occurrence, ce qu'elle appelle le mal, c'est pas le mal comme opposé au bien, c'est la fin de la distinction entre le bien et le mal. C'est ça le mal. Et donc, juger, c'est ça. Hannah Arendt remarque quelque chose qui est tellement vrai que quand je l'ai lu, je me suis demandé pourquoi ça ne sautait pas aux yeux de tout le monde, sur Kant. Dans Eichmann à Jérusalem, elle dit qu'au cours d'un interrogatoire, Eichmann a dit que, pour autant qu'il le sache, il avait toujours été kantien. Et elle fait référence à l'impératif catégorique. Et il fait référence à l'impératif catégorique, à la surprise de ceux qui l'interrogent. Il en donne une version qui est à peu près correcte. Il dit il faut que mes actes, que je puisse vouloir que mes actes deviennent une loi universelle. Bon, on est à peu près dans ce que dit Kant. Et il explique que il voyait bien que tuer tout le monde, ça ne pouvait pas être une loi universelle, mais qu'il gardait quand même la forme. Et la forme, alors bien sûr, Hannah Arendt, elle ne fait pas de Kant, elle ne fait pas de Kant un précurseur du nazi, mais elle fait remarquer que cette philosophie morale qui met l'obéissance formelle au devoir avant le contenu de l'acte peut au moins être pervertie dans le sens qui est